Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté. Je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté. Je n'étais pas catholique. Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait personne pour protester. Donc je vais faire un peu l'historique. En fait, ce projet est né d'une simple discussion au départ avec Alexandre Covelli, qui est donc le président de la Sofital, l'association franco-italienne. Et cette discussion, en fait, portait sur le sujet du Festival du cinéma italien, car j'emmène chaque année des élèves donc, au festival voir des films en version originale. Et donc Alexandre Covelli m'a proposé donc, ce film La Stella di Andrea e Tati, qui m'a donc immédiatement séduite. Et effectivement, ce film traite de la Shoah des enfants et sa version film d'animation m'a vraiment intéressée. C'est ma collègue d'italien, Madame De Paoli, qui m'a parlé en fin d'année scolaire, donc l'année dernière, au mois de juin, d'emmener les troisièmes voir un film d'animation sur la Shoah des enfants. Et en fait, il se trouve que moi, chaque année, j'emmène une de mes classes de troisième en sortie à Lyon. On va visiter le centre historique de la résistance et de la déportation et on va l'après-midi à la prison de Montluc. Et du coup, on a trouvé un point commun, un premier dénominateur commun. Et de là, voilà, on s'est lancé dans ce projet interdisciplinaire. De là, le projet a pris une ampleur assez importante, puisque du coup, ce n'était plus un projet réservé aux classes d'italianisants, mais également un projet interdisciplinaire qui touchait à la fois l'italien, le français, mais également l'histoire-géographie. Moi, en tant qu'enseignante en histoire, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir faire participer le Collège du Raz et donc les élèves du Collège du Raz à la journée du 27 janvier, qui est la journée de la mémoire des génocides et des crimes contre l'humanité. C'est vrai que ça n'avait jamais été fait dans l'établissement et donc là, c'était l'opportunité. Et donc, il fallait trouver un titre à ce projet. Donc pour pouvoir le présenter, bien entendu, à l'administration et puis également aux élèves et aux familles. Et donc ce projet s'est intitulé « Devoir de mémoire ». Donc il s'agit d'un projet Devoir de mémoire. C'est un projet interdisciplinaire qui a été mené par une équipe dynamique et qui a su entraîner avec elle ces élèves, comme vous l'avez vu, autour de thèmes qui sont difficiles et qui leur tiennent à cœur. Et je souligne la qualité du travail qui a été accompli par les élèves et par cette équipe de professeurs. Nous avons fait plusieurs choses dans le cadre du devoir. Nous avons visité des lieux comme la Maison d'Isieux, la prison de Montluc, mais nous avons aussi vu un film et puis des interviews. Nous avons vu un film qui s'appelle La Stella di Andrea e Tati. Ce film est accessible à tous, aux enfants comme aux adultes, car c'est un film d'animation. Ce film est tiré d'une histoire vraie, l'histoire des sœurs Bucci. Tout au long du film, on suit leur parcours, donc le train, leur arrivée, la sélection. Donc c'est des moments très durs qu'on a pu visionner. Donc on assiste notamment au moment de la sélection où elles sont sauvées grâce à leur ressemblance. Les Allemands en fait croient qu'elles sont jumelles et du coup ça les intéresse pour que le professeur Mengele puisse mener des expériences sur elles. C'est pour ça qu'elles sont sauvées grâce à ça. Alors l'idée d'avoir fait un film d'animation et pas un film d'action ou quoi, je trouve que c'est très très bien dans le sens où ça peut sensibiliser les enfants plus jeunes, leur apprendre vraiment un petit peu ce qui se passait avant. Je pense que ça va faire passer un message aux plus jeunes comme quoi c'est comme une sorte de racisme. À l'époque, c'était parce que c'était une autre race juive et qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui harcèlent des personnes en fonction de leur couleur de peau, de leur caractère. Et je trouve que ça peut vraiment faire passer un message important pour la génération d'aujourd'hui. C'est un film que j'ai trouvé très 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 bien. Ça provoque vraiment de l'empathie et on ne se rend pas compte, mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous pourraient réaliser. C'est vraiment incroyable la violence psychologique et physique qu'on inflige en fait aux gens, alors que c'est juste des humains comme nous en fait. Et qu'ils ne s'en rendent toujours pas compte, moi je trouve ça abominable. Et franchement, je n'aurais pas été capable de vivre ce qu'elles ont vécu, leur séparation avec leur mère,
laisser leur cousin aller avec un professeur, c'est horrible aussi. Ça a dû être traumatisant, hein. C'est vraiment un film qui explique bien pour ça et qui fait prendre conscience, même aux enfants, je pense, ça leur fait développer de l'empathie, parce que c'est des enfants comme eux, en fait, qui vivent des aventures incroyables. Enfin, incroyables dans le mauvais sens, hein, mais c'est émouvant aussi. Pendant ce film, j'ai ressenti beaucoup de courage envers les sœurs Bucci. Leur parcours est admirable. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est leur tatouage, parce que en fait, leur tatouage est marqué à vie sur leur bras. Et dès qu'elles le regardent, elles vont penser à ces atrocités qu'elles ont vécues. En classe, on a eu la chance de pouvoir écrire des lettres aux sœurs Bucci, dans laquelle moi, personnellement, j'ai pu témoigner tout mon soutien, même si ça fait bientôt ça fait 70 ans à peu près. Et d'avoir écrit à des personnes qui ont vécu ça, je me dis c'est rien à côté de ce qu'elles ont fait, mais pour moi c'est une petite attention qui peut les toucher et qui peut leur faire penser qu'elles elles le savent, mais elles sont toujours pas oubliées, on s'en souviendra toujours. C'est quelque chose qui marque. En classe, nous avons visionné plusieurs interviews des sœurs Bucci étant adultes. Elles nous ont raconté leur expérience qu'elles ont vécues étant enfants, les conditions de vie dans le camp, leurs tatouages et leur trajet. Donc du coup, en fait, dans les interviews, elles témoignent vraiment de souvenirs qu'elles ont retranscrits dans les livres, dans toutes les interviews qu'elles ont faites. Elles ont même accompagné des collégiens et des lycéens au camp d'Auschwitz pour leur expliquer leur parcours. Elles témoignent par exemple de leur voyage dans le train. Donc elles ne savaient pas s'il faisait nuit, s'il faisait jour. Elles se souvenaient pas de grand-chose en fait. Elles se souvenaient qu'ils étaient tous entassés, qu'ils ne pouvaient pas faire leurs besoins, qu'ils n'étaient pas... C'était pas des conditions humaines en fait. Elles parlent aussi de numéros en fait. On les a privés de leur identité pendant une partie de leur vie. Elles ont toujours partagé cette histoire avec les autres, même très tardivement. Et elles sont liées à vie. Même Tatiana Bucci a appelé une de ses filles Andra. Moi, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça émouvant. En même temps, je me dis, elles sont toujours là et encore, elles vont continuer d'être là par le biais de la vie. Toujours en tant qu'enseignante en histoire, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, portée, c'est les 2 sorties scolaires qu'on a pu faire. Le vendredi 10 décembre dernier, il y a 2 classes de 3e qui sont allées à Lyon. Donc le matin, on est arrivé au musée de la déportation et de la résistance et on a découvert le lieu où la Gestapo interrogeait et torturait les résistants ou les juifs. Et c'était dirigé par Klaus Barbie. Avec la visite, on a pu approfondir nos connaissances sur la déportation, les mouvements, les tracts et la vie dangereuse des résistants. L'après-midi, on allait à la prison Montluc. On a fait la visite en 2 parties. La première partie, on a visité la prison en elle-même. Donc on a pu voir les 37 cellules qui ont été restaurées avec des visages de certaines des personnes qui sont passées par la prison et qui ont été déportées à Auschwitz. On a pu voir par exemple Jean Moulin, des familles juives résistantes, etc. Et on a vu aussi la photo de Klaus Barbie qui était incarcéré une nuit en 1987 pour son procès. Il y a quelque chose qui m'a choqué au cours de cette visite, c'est que sur la photo de Klaus Barbie qu'on a vue dans une des cellules, c'est qu'il paraissait impassible, comme s'il ne regrettait rien de ce qu'il avait fait, comme s'il était fier des crimes qu'il avait commis. Et la deuxième partie de la visite, on a fait un atelier par petits groupes pour retracer le chemin de familles déportées de la prison Montluc par Drancy, un centre à côté de Paris, et jusqu'à la déportation dans des camps d'extermination. Enfin, ils ont eu une démarche vraiment d'historiens, puisqu'on leur a vraiment donné des archives et c'était à eux de retrouver, de tirer le fil pour retracer le parcours de ces familles. Et on a eu l'opportunité d'aller aussi, toujours avec ces mêmes élèves, à la maison d'Isieux au mois de janvier. C'est une maison qui a été ouverte par Sabine et Mironce Latin de mai 1943 à avril 1944. Cette maison a accueilli plus d'une centaine d'enfants juifs pour les protéger de la persécution nazie. Le 6 avril 1944, 44 enfants, dont Georges Alpen,
Diane Poporski et Alec Bergman. Et 7 éducateurs ont été raflés sous l'ordre de Klaus Barbie, qui est le dirigeant de la Gestapo à Lyon. Ils sont emmenés à la prison de Montluc, puis au camp de Drancy, puis enfin ils sont déportés au camp de mise à mort d'Auschwitz. Klaus Barbie est jugé à Lyon en 1987 pour crime contre l'humanité, pour avoir déporté ses 44 enfants et ses 7 éducateurs. C'est en 1988, après le procès de Klaus Barbie, que l'association Musée mémorial des enfants d'Isieux est créée par Sabine Zlatin. La maison est devenue un mémorial en 1993. Elle est aujourd'hui un lieu d'accueil pour le public, pour découvrir l'histoire de ces enfants et se souvenir d'eux. On a commencé la journée en faisant une activité qui était un peu scolaire. On a étudié le parcours et le chemin qu'a fait certains enfants avant d'arriver à la colonie d'Isieux. Donc certains sont partis de Paris pour après aller à Lyon, après aller à Lisieux, après certains aussi aller en Suisse se réfugier. C'est le fait que les élèves aient pu vraiment approcher le métier d'historien et ça, en tout cas certains m'en ont reparlé après, ça leur a plu de voir quelle est la démarche d'un historien, comment on écrit l'histoire, donc de travailler vraiment sur des archives. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne saura peut-être jamais, parce qu'il y a des trous dans l'histoire. Ils se sont plutôt bien impliqués dans ce travail-là. Dans l'après-midi, une personne nous a présenté la maison. J'ai vu aussi dans la cantine qu'il y avait certains dessins et certaines lettres qu'on avait vues des enfants, créées par les enfants du coup. C'était vraiment très beau, c'était vraiment des beaux dessins et vraiment des belles lettres bien écrites. Il y avait ensuite 2 dortoirs, il y avait une salle de classe où les enfants ils pouvaient étudier, où il y avait une prof qui venait du coup faire étudier ses enfants. Puis on a visité la grange, donc la grange qui a été aménagée en musée. Donc c'est un musée qui parle pas forcément des enfants d'Isieux, mais un peu de tout ce qui est en rapport avec la persécution des Juifs à cette époque-là. Donc les camps de concentration, les grandes rafles, surtout la rafle du Veldiv. Réellement, quand j'ai vu les dessins, je me suis dit que c'était des enfants, quoi. C'est même pas des adultes, en fait, c'est des enfants qui avaient nos âges. Donc ça aurait pu être nous si on était nés à une mauvaise époque comme celle-ci. En fait, c'est une sensation un peu bizarre parce qu'on se dit, en fait, il y a 70 ans, il y a 80 ans, il y avait des enfants qui étaient réfugiés parce qu'en fait, des gens voulaient les tuer. Et en plus, j'ai vu dans le musée, il y avait une photo où il y avait tous les enfants. Et c'est très particulier de se dire qu'en fait, ces enfants-là et ces hommes-là, à part une personne, ont été exterminés à Auschwitz. Donc c'est vraiment une sensation un peu de... C'est très triste. Réellement, quand j'ai visité certains lieux, donc exemple comme la prison de Montluc, la maison d'Isieux, j'étais un peu mal à l'aise réellement, que se dire qu'à une autre époque, il y a vraiment des enfants qui étaient là, qui vivaient, des enfants innocents, qui ont été après raflés. C'était même pas de leur faute, quoi. Ils n'avaient rien demandé. Et c'est un peu horrible de se dire ça, quoi, que des enfants ont été massacrés. Nous avons profité de la journée internationale de la mémoire de la Shoah pour en faire un moment fort de l'établissement, avec des lectures faites au micro pendant un temps, pendant le recueillement, pendant lequel tout le monde écoutait ces textes lus. Le 25 septembre 1942. Chère Jacqueline, je t'écris cette lettre pour te dire adieu. Cela va sans doute t'étonner, mais ainsi en a décidé le destin. Je dois partir, comme tu l'as naturellement appris depuis longtemps avec ma famille. Je n'ai pas besoin de t'en dire la raison. Quand tu m'as appelé dimanche après-midi, je ne pouvais rien t'en dire, car maman me l'avait interdit. Toute la maison était sans dessus-dessous, et la porte d'entrée était fermée à clé. Hello devait passer, mais on ne lui a pas ouvert. Je ne peux pas t'écrire à tout le monde, et c'est pourquoi je me contente de cette lettre à toi. Je compte sur toi pour n'en parler à personne, et pour ne pas dire qui te l'a apporté. Si tu veux avoir la gentillesse d'entretenir avec moi une correspondance secrète, je t'en serai très reconnaissante. Tout renseignement auprès de Madame J.S. J'espère que nous allons nous revoir bientôt, mais cela ne sera sans doute pas avant la fin de la guerre. Si l'AIS ou quelqu'un d'autre te demande si tu reçois jamais de nouvelles de moi, ne réponds jamais, car tu mettrais Madame J.S. et nous en danger de mort. Et j'espère que tu seras assez raisonnable pour ne pas le faire.
Plus tard, tu pourras bien sûr raconter que tu as reçu une lettre de moi pour te dire adieu. Eh bien, Jackie, porte-toi bien. J'espère que tu m'enverras bien vite un signe de vie. Et à très bientôt, j'espère, ta meilleure amie. L'objectif, c'était justement de rendre nos élèves de 3e ambassadeurs de ce thème qui, pour le coup, aujourd'hui a touché l'ensemble des collégiens, puisque les textes ont été lus à voix haute pendant le quart d'heure de lecture, et tous les élèves et les enseignants ont pu, bien sûr, entendre les lectures faites par les élèves de 3e. À la suite des lectures, on a pu avoir donc le retour de certains professeurs qui nous ont dit avoir, certains même, consacré 1 heure de leur cours à débattre sur les lectures qu'ils venaient d'entendre, et également débattre sur cette période de l'histoire difficile et qui parfois pose question de la part des élèves qui d'ailleurs, et ils ont pris conscience que ce qu'on pouvait lire, ce qu'on pouvait entendre était réel. Je vois le visage de Jack, sa tête brune d'enfant, posée contre le sol de la chambre à gaz. Je pose mes mains sur ses yeux grands ouverts pour les fermer dans cette page. Noémie meurt du typhus quelques semaines après son arrivée à Auschwitz. Comme Irène Newrowski, l'histoire ne dit pas si elles se sont rencontrées. La Nouvelle Librairie Baume m'a demandé de présenter un livre, comme tous les ans, dans le cadre de la rentrée littéraire. Je crois que de mémoire, il y avait 587 livres qui concouraient. Et parmi ces 187 livres, il y avait la carte postale. Alors le titre, ça n'a pas été le coup de foudre immédiat. La carte postale, ce n'est pas un livre vers lequel je serais allée. Par contre, Anne et Claire Berest, je les connaissais toutes les deux en tant qu'auteurs. Alors Anne Berest est également scénariste. Mais bon, je les connaissais et c'est vrai que j'ai fait confiance, comme bien souvent, à l'auteur. Et du jour où j'ai commencé la lecture de ce livre, j'ai vraiment été extrêmement émue parce que ça me permettait de revisiter cette tragédie de l'histoire avec un impact immédiat, c'est-à-dire dans les temps contemporains actuels. Puisqu'en fin de compte, ce livre, c'est une longue anamnèse d'un passé qui n'est pas passé et qui ne peut pas passer. Et sur 4 voire 5 générations, le traumatisme est encore là. Il est inscrit dans la mémoire de leur corps, dans leur mémoire spirituelle, dans leur vécu, puisqu'il y a un passage du livre où la petite fille d'Anne, donc l'auteur, et narratrice, rentre de l'école. Or, il se trouve qu'elle a été invitée à un anniversaire, elle est en primaire, et elle rentre de l'école en disant à sa maman, en larmes, et en lui disant finalement, je ne suis plus invitée à cet anniversaire. Et devant l'étonnement de sa maman, elle dit oui, parce qu'ils ont appris que j'étais juive, enfin, elles ont appris, puisque ce sont des petites filles, et elle a entendu oui, chez moi, on n'aime pas beaucoup les juifs dans ma famille. Et donc, c'est vous dire l'actualité, c'était en 2020, le livre est paru en 2021, et en 2020, une petite fille peut encore entendre ça dans une cour de récréation en France. Et en fin de compte, on voit les effets terribles de ce traumatisme, qu'il soit tu, qu'il soit abordé frontalement, ce qui est compliqué, ce que va faire Anne Berest, mais ça ne sera pas sans effet sur sa santé. Et on se rend compte que finalement, quelle que soit l'attitude qu'on a devant de telles tragédies, il y a une souffrance qui relève de l'indicible. Et comme je fais travailler mes élèves sur la problématisation, ça me paraît important de voir, en tant que prof de lettres, comment on peut dire l'indicible. Alors c'est vrai que quand on dit ça, on se dit c'est un oxymore, c'est une contradiction qui semble difficilement dépassable, mais si, il faut le dire. Et pour reprendre le texte de Jean Quérol, quand il dit « Devant l'horreur, on choisit instinctivement de se taire », je crois qu'il ne faut pas en rester à l'instinct. Donc la carte postale, ça m'a permis de revisiter avec beaucoup d'actualité toute cette partie littéraire qui va de Georges Semprin, en passant par Simone Weil, en passant par Primo Levi, que j'étudie également avec mes élèves et qui a été présenté d'ailleurs par un élève qui a participé à ce projet. Ça me permet de le revisiter d'une façon extrêmement contemporaine, puisque l'épisode que je viens de vous raconter s'est déroulé en 2020. Donc finalement, l'histoire passe, mais les effets sont là, ils sont là, et rien que pour ça, c'était une nouvelle raison, s'il en fallait,
c'était une raison, on va dire, supplémentaire d'aborder ce travail avec des collègues. Le lendemain, le 19 juillet 1942, les premières familles débarquent du Vélodrome d'hiver. Les 8000 personnes emprisonnées depuis plusieurs jours ont été réparties entre les différents camps de transit, Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Pour la première fois, il y a majoritairement des enfants et leurs mères, ainsi que des personnes âgées. Les bus arrivent à Pithiviers sans discontinuer. L'arrivée des familles provoque une panique qui s'empare de tous, des prisonniers qui étaient là avant eux, des administrateurs du camp, des soignants et des policiers eux-mêmes. L'administration pénitentiaire n'a rien prévu pour les enfants en bas âge. Il n'y a pas de nourriture appropriée, il n'y a pas de quoi les laver ni les changer, pas de médicaments adaptés. Dans la chaleur de ce mois de juillet, la situation des mères est effroyable. Elles n'ont pas de linge, pas d'eau propre, les autorités n'ont pas pensé qu'il faudrait fournir du lait, ni des ustensiles pour faire bouillir l'eau. Un rapport d'inspection est envoyé à ce sujet au préfet, qui n'en fera rien. Mais de nouveaux fils barbelés sont rapidement livrés, afin de doubler ceux existants. Les gendarmes ont eu peur que les petits-enfants puissent s'échapper en se faufilant. Donc ce qui m'a vraiment tout de suite intéressée, c'est effectivement de pouvoir faire le lien entre les matières et de donner vraiment du sens, puisque les élèves ont vraiment donné du sens cette fois à leur apprentissage en faisant des passerelles, ils ont compris aussi que l'on pouvait effectivement à la fois travailler l'italien, le français, l'histoire géo sur un thème commun. Donc du coup, il y a des panneaux qui sont en train d'être mis au point par les élèves. Alors une partie de ces panneaux d'exposition sont tirés du travail donc, fait lors des sorties sur les archives et d'autres vont être un peu plus généralistes. C'était important que l'ensemble de l'établissement puisse s'associer à ce projet, ne serait-ce que par une écoute et peut-être aussi une discussion avec leurs enseignants. Et également la visite de l'exposition qui expliquera effectivement le parcours des enfants, des familles juives. Donc voilà, des sujets que les élèves sont en train de travailler en classe, à la fois en histoire et en italien. Voilà, ce projet a concerné tous les élèves de 3e et chacun a pu réaliser une activité, soit dans l'exposition, soit en prenant la parole. Et c'était vraiment important pour nous les enseignants que cette transmission se fasse par la parole des élèves. Et je crois qu'on a réussi. Ils ont réussi. Et je ne peux que me féliciter du dynamisme des équipes pédagogiques et de l'investissement des élèves de ce collège Marguerite Duras. Le devoir de mémoire, c'est un des thèmes que nous travaillons tous les ans avec tous les élèves du collège. Donc ce type de projet, bien sûr, pourra se renouveler dans les années à venir. Alors je tenais à remercier bien entendu tous les collègues qui m'ont aidé, qui ont participé à ce projet. Car c'était d'une petite discussion et d'un film d'animation aux Templiers, ce projet a vraiment pris de l'ampleur et il est évident que seul, je n'aurais pas pu réaliser l'ensemble des activités qui ont été faites. Donc merci aux professeurs, merci également à M. Deplante qui nous a toujours soutenus dans ce projet et qui a permis, la réalisation de ce projet Devoir de mémoire. Et puis bien entendu, un grand merci aux élèves qui ont participé et qui ont toujours su être volontaires et impliqués dans ce projet. Nous avons été accompagnés par différents partenaires que je tiens à remercier ici. L'association Assofital, en la personne de M. Covelli, qui a été très actif et que je remercie. Également la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ainsi que la Fondation Maginot et bien sûr le FSE du collège. Je remercie sincèrement mes professeurs de m'avoir fait participer à ce projet. Je trouve que vraiment, on a vraiment de la chance de vivre à ce moment-là et pas en 1940. Parce que quand on voit comment ça se passait, c'était vraiment horrible. Et des enfants, pour des enfants, c'est vraiment horrible de vivre ça. J'ai beaucoup aimé ce que les professeurs ont organisé pour nous. Et ça m'a vraiment permis de réaliser, de comprendre ce qui s'était passé, de voir ce que, par exemple, Andra et Tati avaient vécu, qui est une histoire que personne n'aimerait vivre. Même si elles ont eu de la chance après de retrouver leurs parents.
Pour moi, cette journée de mémoire, elle est vraiment importante pour le collège et vraiment pour qu'on se souvienne d'eux. Parce qu'ils ont souffert, ils ont été massacrés, ces gens-là. Il y a des gens, ils ont été tués, mais sans aucune raison. Et je trouve vraiment que c'est bien d'avoir une pensée pour eux. Et c'est l'histoire de notre pays, du coup. Donc c'est vraiment important d'y penser. Seulement une journée, c'est vraiment le minimum pour moi. Au camp, le rapport d'un policier indique que le contingent des Juifs arrivés aujourd'hui se compose, pour 90% au moins, de femmes et d'enfants. Tous les internés sont très fatigués et déprimés par leur séjour au vélodrome d'hiver, où ils ont été très mal installés et ont manqué de tout. Quand Adélaïde Oval prend connaissance de ce rapport, elle se dit que les termes très fatigués et déprimés sont de drôles d'euphémismes. Les familles arrivent du Veldiv dans un état de détresse absolue. Elles ont passé plusieurs jours entassées dans un stade, dormant par terre, sans sanitaire, dans des gradelins ruisselants d'urine à l'odeur insoutenable. La chaleur était étouffante. L'air saturé de poussière, irrespirable.